je ne sais combien de milliers de personnes âgées qui n'ont pas de médecin traitant. Leurs médecins sont morts, sont repartis. Les déserts médicaux existent partout en France, y compris en banlieue parisienne ou à Paris. Essayez de prendre un rendez-vous auprès d'un médecin. La porte d'entrée dans les services de médecine, c'est les urgences. Très clairement, l'accès aux soins n'est pas du tout privilégié parce qu'on se dit, les très âgés, de toute façon, ils ont un pied dans la tombe. Donc autant leur écraser le deuxième pied. Et ceux-là, on s'en occupe pas du tout. Même pas mort, c'est un podcast des Petits Frères des Pauvres, l'association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des personnes âgées. Dans la saison 1, on a pu constater que la vieillesse n'était pas la retraite du cœur. Avec cette nouvelle saison, l'objectif est toujours de changer de regard sur nos aînés, en arrêtant de fermer les yeux justement sur un sujet qui nous concerne toutes et tous, l'agisme. Moi je m'appelle Fiona Hyper, je suis journaliste, et je suis allée parler de préjugés, de respect et du temps qui passe avec des vieux, des moins vieux et des experts. Dans cet épisode 4, on va comprendre comment l'agisme affecte le monde de la santé, où pourtant seul le respect et le soin pour tous devraient être admis. Est-ce que vieillesse veut forcément dire maladie et perte d'autonomie ? Pourquoi on ne parle jamais de la dépression chez les aînés ? En bref, est-ce qu'on est vraiment moins bien soigné avec les années ? L'univers médical n'échappe malheureusement pas à l'agisme. Ces discriminations infiltrent les hôpitaux, les cabinets de médecins, les soins à domicile, les établissements spécialisés et bien souvent les personnes âgées elles-mêmes. Dans cette sphère de la santé, l'agisme altère l'accès aux soins, les diagnostics, mais également les traitements. Pour comprendre comment cela est même possible, il faut une nouvelle fois commencer par scruter les stéréotypes. Dans son grand rapport sur l'agisme publié en 2021, l'OMS écrit que, je cite, « Pour les personnes âgées, l'agisme est associé à une espérance de vie plus courte, à des problèmes de santé physique et mentale, à un rétablissement plus lent à la suite d'un handicap et à un déclin cognitif. » Cette phrase mériterait d'être apprise par cœur, parce qu'elle dit que c'est bien l'agisme qui est associé à toutes ces choses négatives et pas l'âge. Le pouvoir des préjugés réside dans cette subtilité. Pour nous en parler dans cet épisode, on a rencontré Véronique Lefebvre-Desnouettes, médecin gériatre et psychiatre, mais aussi docteur en philosophie pratique et en éthique médicale. En plus de travailler depuis 37 ans à l'hôpital, notre experte a écrit le livre « Vieillir n'est pas un crime » pour en finir avec l'agisme. Elle nous en dit plus sur la différence entre la vieillesse et le vieillissement pathologique. Alors la vieillesse, il n'y a pas vraiment de définition puisque c'est un processus qui dit que il faut peut-être ralentir l'allure, il faut peut-être accepter ce que votre corps et votre esprit vous permet encore et il faut surtout pas la définir avec un critère d'âge. On peut être très vieux à 20 ans comme on peut être très jeune à 102 ans bientôt comme Edgar Morin. Et puis la gériatrie, donc c'est une discipline médicale jeune qui remonte à une vingtaine d'années, s'occupe des personnes de plus de 75 ans. Ce sont des personnes qui sont malades. La vieillesse n'est évidemment pas une maladie, même s'il est plus fréquent qu'on soit malade en vieillissant. Moi, je ne m'occupe que des 5 à 10% des personnes de plus de 80 ans qui ne peuvent pas racheter ces gels, qui sont handicapées. Mais la plupart ne le sont pas du tout. Les tout derniers chiffres à ce propos disent qu'il n'y a que 8% des plus de 60 ans qui sont dépendants. Ce chiffre passe à 20% pour les plus de 80 ans. Ce qui veut dire que la grande majorité des vieux va plutôt bien. Si ces données vous semblent folles, c'est qu'elles ne correspondent pas à l'image de la vieillesse qu'on a tous en tête. Une preuve de plus que l'agisme squatte tranquillement nos pensées. Sur la question du handicap, il faut notamment savoir qu'en France, on n'a pas droit aux mêmes aides que l'on soit handicapé avant ou après 60 ans. Cette particularité revient souvent quand on aborde la question de l'agisme institutionnel. L'autrice et psychothérapeute Juliette Pélissier tient à nous en dire plus sur le lien entre handicap et vieillesse. Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez un problème de handicap, vous n'êtes pas considéré comme une personne handicapée. Aujourd'hui en France, vous êtes considéré comme une personne âgée dépendante. Donc déjà, vous vivez en permanence, rien que par votre statut entre guillemets officiel, cette forme de discrimination. Le milieu de la santé, par exemple, est particulièrement agiste. C'est très difficile de se défendre face à un professionnel qui met sur le dos de votre âge un problème de santé. Or, l'âge, comme parfois d'autres critères, ne sont pas le critère qui vont expliquer une maladie ou qui vont expliquer pourquoi on ne prend pas un traitement, etc. Et ça, c'est très banalisé. Un médecin jeune qui dit à une personne de 80 ans « Ah bah oui, mais de toute façon, à votre âge, vous n'y arriverez pas ou vous n'y arriverez plus », très peu de gens
vont ne serait-ce que vérifier si c'est vrai. L'âge en soi ne veut rien dire. Entre deux personnes de 85 ans, en termes même très concrets de ce qu'on appelle l'espérance de vie sans incapacité ou autre, selon la vie que vous avez eue, selon que vous avez été prof de fac ou mineur, ou selon tout un tas de choses, vous pouvez être dans des situations mais totalement différentes. Vous avez des gens de 90 ans qui vivent comme d'autres vivent comme ça à 60. Tous les tracas physiques ne sont évidemment pas des handicaps. Mais cela n'empêche pas notre société de voir d'un mauvais œil les petits déficits du corps, d'autant plus quand on vieillit. Le fait d'entendre ou de voir moins bien, ou d'avoir mal aux articulations, est rapidement corrélé à la pente de la dépendance, comme si on se délitait tous, jusqu'à ne plus pouvoir se débrouiller seul. Véronique Lefebvre-Desnouettes tient à mettre les choses au clair là-dessus. C'est même pas des petits déficits, c'est des petites incapacités qui sont dues au vieillissement normal. On ne veut plus vieillir normalement. On voit moins bien, on atteint de la presbytie, mais alors il y a des lunettes, ce n'est pas un handicap. Et pour l'audition, là c'est plus embêtant parce que on est très coquet. Et on ne veut pas mettre les appareils. Or, il faut les mettre assez tôt parce que les déficits d'audition vous isolent du monde et c'est une porte d'entrée vraiment vers la solitude des personnes âgées, vers le fait qu'on ne sort plus en société, qu'on ne va plus au cinéma, qu'on n'échange plus avec les autres, alors que c'est si simple de se faire appareiller. Et là encore, les pouvoirs publics, pour une fois, ont fait quelque chose de très bien avec le zéro reste à charge. C'est un leurre de penser qu'on peut être éternellement autonome, et éternellement indépendant, et éternellement libre. Mais non, votre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Alors ce sont des anathèmes, ce sont des choses qu'on agite, mais dans la vraie vie, dans la réalité de terrain avec les personnes âgées, attention, et attention à ne pas stigmatiser les personnes âgées devenues dépendantes, puisqu'on ne peut pas ne pas dépendre. Les ados, ils dépendent de leurs parents pour l'argent, pour sortir, pour ci, pour ça. Et ils ne viendraient jamais à l'idée de stigmatiser les ados. Dans le premier épisode de la saison 1 de notre podcast, on donnait un exemple précis de l'agisme au moment du dépistage de certaines pathologies. Comme on a le préjugé que les vieux n'ont pas de vie sexuelle, on ne les diagnostique que très rarement pour des maladies ou des infections sexuellement transmissibles. Et ça, c'est parce que l'agisme fait bien souvent le tri à l'entrée de l'accès aux soins. Véronique Lefebvre-Desnouettes nous explique ce qu'elle a pu observer dans les services d'urgence. Tous les ans, vous avez des morts sur les brancards aux urgences, et ces morts sont des personnes âgées ou des malades psychiatriques, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas leur capacité à ériger leurs droits, à dire « je suis là, j'ai peur, j'ai soif, j'ai faim, occupez-vous de moi ». Un vieux, ça attend pour la société. Donc on va pas s'occuper de lui, on va s'occuper du traumatisé crânien, de l'accident de la route, mais le vieux, il attendra. Ce qui encombre les vieux, pardonnez-moi, mais parce que on les chosifie, ce sont les personnes âgées, polypathologiques dont je m'occupe. Moi, je le vois aussi, par exemple, sur l'oncogériatrie. Les personnes âgées qui ont des traitements dus à un cancer, qui coûtent très cher. Eh bien, dans beaucoup d'hôpitaux, on va pas faire de consultation d'oncogériatrie parce que ça va grever le budget de l'hôpital gériatrique. On n'est pas en capacité d'offrir ça à tous. Or, une loi, c'est pour tous. L'accessibilité aux soins, c'est pour tous. Ben non. La même chose pour les personnes âgées qui sont sous dialyse. Ça coûte extrêmement cher d'aller en hôpital de jour sous dialyse. On va privilégier, on va prioriser, on va faire un tri qui est tout à fait efficient en fonction de l'âge. Lorsque mes internes doivent placer une personne âgée qui a fait un infarctus, quel âge ? C'est la première chose qu'on pose. Quel âge ? Et on ne va pas aller au-delà. Au lieu de dire, mais elle a toute sa tête, elle a ce qu'il faut, la famille est là, elle pourrait tout à fait bénéficier d'une rééducation après. Je ne dis pas qu'il faille rééduquer tout le monde, mettre en réanimation tout, certainement pas. Mais au cas par cas, savoir accompagner, savoir proposer, savoir échanger avec nos collègues. Première question, quel âge ? Deuxième question, il y a une bonne mutuelle ou il n'y en a pas ? Donc, discrimination due à l'argent pour les personnes âgées et les femmes âgées, qui ont une petite retraite, toute petite aussi, petite que la retraite des vieux, qu'une taille de guêpe, disait Pierre Perret dans sa chanson. Ce que montre très bien notre experte, c'est la question de la perte de chance. Plus on est âgé, plus nos chances d'être bien soignés s'amoindrissent. Aux mauvaises prises en charge s'ajoutent les difficultés d'accès liées à la dématérialisation des prises de rendez-vous.
Essayez de faire Doctolib quand vous n'avez pas d'ordinateur, que vous savez pas vous brancher, que taper 1, taper 2, taper 3. C'est épouvantable. 53% des personnes âgées sont dans un électronisme. On doit tout faire de façon dématérialisée. Or, on ne peut pas dépendre de l'autre, d'autrui. On a besoin d'un autrui en face de soi qui vous explique. Sinon, c'est source d'angoisse et on abandonne, on laisse tomber. C'est inadmissible. Vous voyez bien que c'est une société agiste qui ne pense pas aux plus vulnérables. Donc, les exemples sont légion. On a bien vu pendant la Covid, par exemple, qu'en réanimation, ils étaient des héros. Mais en gériatrie, nous étions des zéros. C'est-à-dire que nous avions rien. Pas de tenue à usage unique, pas de masque FFP2, pas d'accès à la réanimation, pas de dépistage. Et vous avez vu le scandale dans les EHPAD, la façon dont les personnes âgées sont décédées. Alors dans mon hôpital, c'est autre chose, je suis surtout à l'assistance publique, donc il y a un réseau d'entraide. Mais dès le début, on a été complètement en décalage par rapport aux services dits d'aigus. Les conséquences de ce défaut de prise en charge ont été quantifiées. D'après les chiffres de la DREES, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le temps d'attente médian aux urgences est de 4 heures pour les patients de plus de 75 ans, contre 2 heures et 10 minutes pour les 15-74 ans. Histoire de remuer le couteau dans la plaie, en décembre 2022, une étude de cohorte menée dans 97 services d'urgence en France a révélé que le risque de mourir aux urgences était 46% plus élevé pour les patients de plus de 75 ans qui passent une nuit sur un brancard plutôt que dans un lit d'hôpital. En 2022 toujours, une enquête de la Société française de gériatrie et de gérontologie a révélé que plus d'un tiers des unités de gériatrie hospitalière ont des lits fermés, en moyenne à hauteur de 25%. Un temps d'attente plus long, moins de lits disponibles dans les unités spécialisées, plus de chances de mourir sur un brancard aux urgences. Cette crise de l'hôpital, mêlée à l'agisme structurel de la société, a des répercussions terribles. On peut citer, entre autres, le manque de considération pour les services dédiés aux plus âgés. Par exemple, Véronique Lefebvre-Desnouettes est la seule psychiatre pour les 1000 lits de son hôpital. Elle explique cela, en partie, par la mauvaise image des services qui s'occupent des vieux, considérés comme ingrats, même auprès du reste du corps médical. Une infirmière qui a été condamnée, qui travaillait en pédiatrie, elle s'était trompée dans les médicaments, un petit bébé est décédé, eh bien, on l'a mis en gériatrie. Donc implicitement, la société dit, c'est pas grave avec les vieux, de toute façon, ils vont mourir. La Covid a fait que les soignants sont épuisés, sont en burn-out, sont mal considérés. Les soignants qui travaillent dans les EHPAD sont extrêmement pas valorisés, ni au niveau de la valeur fierté de leur travail, ni au niveau de la valeur pécuniaire de leur travail, et désertent le médico-social, désertent la gériatrie. Nous ne formons plus assez de jeunes médecins gériatres. Dans les IFSI, elles ne choisissent jamais la gériatrie, qui est vécue comme quelque chose de punitif dans les attributions. Elles veulent des gestes techniques. Or, moi, je pense, j'ai écrit un livre après celui « Vieillir n'est pas un crime », s'appelle « La force de la caresse ». Et je pense que caresser une personne âgée ou en fin de vie, c'est un acte de haute technologie humaine. Ce sont des petits riens qu'il faut réhabiliter dans le soin auprès des personnes vulnérables. L'Organisation mondiale de la santé regrette également que de nombreux protocoles de recherche et d'essais cliniques ne prennent pas en compte les patients âgés, quand bien même ils représentent une grande part des traitements et médicaments prescrits. En 2020, une revue systématique citée par l'OMS relevait que dans 85% des 149 études observées, l'âge déterminait l'attribution des traitements. Juliette Pellissier nous en dit plus à ce sujet. Des maladies qui vont plus toucher des gens au-delà d'un certain âge sont, à cause de l'agisme global dans notre société, moins bien prises en charge, avec moins de moyens, etc., que les maladies qui touchent des gens plus jeunes. Exactement comme le handicap est moins bien accompagné, pris en charge après 60 ans qu'avant. On peut quand même être à peu près sûr que si la maladie d'Alzheimer, par exemple, était une maladie qui touchait principalement les 15-25 ans, il y aurait en France, mais 10 000 fois plus de labos de recherche bossant là-dessus, d'institutions spécialisées avec des super soins, etc. Je fais une petite parenthèse sur les EHPAD, et c'est pas une accusation contre les professionnels qui y travaillent. C'est le fait que politiquement, les EHPAD ont été tellement sous-considérés et sous-accompagnés que la majorité de ces établissements sont actuellement des fourre-tout d'un point de vue médical. Au sens que le point commun entre les gens qui y vivent, c'est l'âge, et ça a suffi politiquement.
Et donc vous avez des institutions actuellement où des gens de 80 ans qui ont des problèmes d'alcool et d'addiction, des gens de 80 ans qui ont une maladie d'Alzheimer, des gens de 80 ans qui sont des psychotiques âgés, des gens de 80 ans qui ont des problèmes d'isolement social, des gens de 80 ans qui ont eu des gros troubles du développement et qui ont réussi quand même à survivre jusqu'à 80 ans, sont mis ensemble parce qu'ils ont le même âge, dans une institution où il ne peut absolument pas y avoir des professionnels spécialisés en addictologie, en alzheimerologie, en troubles du développement, etc. Et là, vous le voyez bien, dans l'hôpital classique, c'est-à-dire l'hôpital où on va quand on a 30 ou 50 ans, c'est un hôpital avec des spécialités. C'est-à-dire, selon la maladie que vous allez pas dans le même service. Vous l'avez sûrement remarqué, le schéma de l'agisme est répétitif. Des préjugés façonnent notre manière de penser, qui dictent nos actions, qui ont elles-mêmes des conséquences. On a demandé à Véronique Lefebvre-Desnouettes, en plus des difficultés d'accès aux soins dans le milieu de la santé, quelles sont les principales conséquences de l'agisme sur les personnes concernées. La maltraitance active et passive. Et d'ailleurs, dans mon livre, je montre tous les signes de maltraitance. Je montre chez nous, chez les soignants. Nous ne pensons pas faire le mal, mais nous n'écoutons plus une énième sonnette, une énième plainte. Nous ne regardons plus nos malades. Et donc, on passe à côté de choses terribles. Hein. Donc, cette maltraitance, elle est vécue au quotidien avec des choses qui ne devraient pas arriver, des occlusions intestinales, parce qu'on ne s'est pas préoccupé de savoir si elle avait été à la selle ou pas à la selle, etc. Des choses qui sont mais épouvantables pour un médecin d'accepter, hein, et pour n'importe quel soignant. Donc, on va servir n'importe comment à manger. Une table ronde, en soins de longue durée, une aide-soignante qui est là et qui va donner à 2 personnes en même temps en regardant la télévision parce que c'est autre chose qui l'intéresse. Et le chariot qui arrive, brûlant d'un côté, froid de l'autre, et on va dire au bout d'un quart d'heure c'est fini. Hein. Le temps est fini et on remarque que la personne n'a pas mangé. Et c'est pour ça qu'on demande à peser les personnes, savoir si elles ont mangé, si elles ont maigri, si elles ont grossi, si elles marchent, si elles ne marchent pas. Si vous ne changez plus, si vous n'avez pas dans certaines EHPAD assez de ratio de couches de protection, eh bien, vous avez des escarres et une personne qui a des escarres va décéder des douleurs atroces au bout de 15 jours. Et puis, dans les institutions, c'est de la maltraitance par négligence. On ne va plus répondre aux appels, on ne va pas donner, on va donner des traitements n'importe comment, sans faire attention à la galénique. Mes personnes âgées sont dépendantes, polypathologiques, elles ont 6 pathologies en plus de leur démence. Donc, vous voyez les médicaments, 6 médicaments 3 fois par jour, ça fait un emplâtre. Il faut se poser la question, est-ce qu'elle a bien ses dents, est-ce qu'elle entend, est-ce qu'elle voit, etc. Qui est cette personne ? Quelle est son histoire ? Ne pas faire des procédures pour tout le monde. Vous voyez, on envoie un vieux monsieur chez le coiffeur. Et le coiffeur, pensant bien faire, lui rase la tête. Le monsieur, il a fait une tentative de suicide parce qu'il pensait qu'il était dans des camps de concentration. Demander, partir d'un principe de compétence de la personne âgée. Comment voulez-vous que je vous coiffe ? C'est quand même pas compliqué. Et quand on oblige les personnes, les soignants dans les EHPAD ou dans certains services de gériatrie à faire 20 toilettes dans la matinée, comment voulez-vous qu'elles fassent ? Elles disent, on fait plus qu'un tête-cul. C'est-à-dire un grand toilette pour la tête, et on le retourne, et un grand toilette pour les fesses. C'est terrible. Et ça, la société met un voile discret là-dessus. La vulnérabilité fait qu'on devient maltraitant. Assigner la personne âgée à ses déficits, à sa dépendance, à avoir besoin de quelqu'un pour faire ses besoins, c'est effectivement l'infantiliser. Lui rappeler tous les jours que, écoute, ça suffit, hein, t'es qu'un cul qu'à torcher. Tout est comme ça. Donc, ne pas demander le consentement aux choses simples, c'est nier la personne humaine. Et ça, c'est quelque chose qui est éminemment maltraitante. On a déjà vu comment l'agisme pouvait impacter le moral des aînés. Les petites piques quotidiennes, le manque de considération sociétale, les représentations jeunistes peuvent créer un mal-être, mener à la dépression, voire au suicide. Les données sur la santé mentale des plus de 60 ans sont incomplètes. Si l'OMS estime que 6,3 millions de dépressions dans le monde sont dues à l'agisme, il est difficile de quantifier le nombre de personnes âgées en souffrance psychologique, car cet aspect de leur santé est bien souvent éludé. On croit que les vieux ne vont pas bien, mais qu'après tout, c'est normal, puisque c'est le lot de la vieillesse. Juliette Pellissier dévoile ce qui se cache derrière ces sous-diagnostics.
Vous avez des personnes âgées qui sont dépressives, à qui des médecins vont juste dire « Ah bah oui, c'est pas drôle la vie à votre âge, et puis avec votre pied qui est dans je sais pas quel état, machin, donc sous-entendu, c'est pas une dépression, c'est normal d'avoir envie de mourir à 85 ans. » Et comme potentiellement la personne de 85 ans, là, ça fait 60 ans qu'elle le pense, ça, que c'est normal d'avoir envie de mourir à 85 ans, elle va pas remettre en cause ce stéréotype agiste qui est à la fois partagé par son soignant et par elle depuis le début de sa vie quasiment. À partir du moment où, franchement, on pense que être très vieux, c'est déprimant, bah, du coup, être déprimé, c'est plus une maladie, c'est la norme. Plus on avance en âge, moins la dépression est diagnostiquée. Du coup, moins elle est soignée. Là aussi, entretien des trucs, c'est-à-dire que moins elle est soignée, bien plus elle perdure, plus ça donne de la mélancolie. C'est pas hasard si les vieux se suicident plus que les jeunes. Il n'y a pas d'association là aussi, c'est pas parce qu'on a tel ou tel âge que ça serait normal d'avoir envie de vivre ou de pas avoir envie de vivre, etc. Les questions en plus du désir de vivre ou des idées suicidaires sont vraiment tellement complexes. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas tout d'un coup quelque chose qui fait qu'une personne qui a envie de vivre, parce que là, elle vient de fêter ses 60 ans ou ses 70 ans ou ses 80 ans, etc., tout d'un coup, n'en a plus envie. Pour cet épisode, on a voulu parler de santé mentale avec une personne âgée, mais nos recherches sont restées vaines. Alors un jour, dans un parc, je suis allée à la rencontre de Jean, 78 ans, qui était là pour promener son Shiba. J'en ai profité pour lui demander si ça lui arrivait de ne pas avoir le moral. Souvent, moi, pas souvent, si... J'ai pas le moral, mais bon, faut faire avec, hein, de toute façon. Vous pouvez rien faire quand vous êtes tout seul. Vous n'avez personne pour vous aider, pour communiquer. Ben, il faut s'accepter. Moi, je suis très solitaire, puis je pense pour le moment être très résistant. J'accepte tel que c'est. C'est ok. Je suis pas bien, mais c'est comme ça. Il y a certainement quelque chose à faire. Il faut aller voir un psychiatre, un psychologue, ou je sais pas, mais non, ça me tente pas. Parce que je pense que c'est pas avec des paroles qu'on arrive à soigner. C'est beaucoup de paroles pour peu de résultats. Pour moi, maintenant. Chacun, il trouve son bonheur. Hein. J'ai mon chien, et puis je suis amoureux de mon chien. Alors, c'est lui qui pallie à tout ça, parce que je lui parle comme si c'était un adulte. Ouais, c'est peut-être lui mon psy. C'est la prunelle de mes yeux. Je me rabats sur lui. Je me rabats parce que je voudrais pas qu'il soit malheureux ou qu'il en porte les conséquences. Parce que un chien, il ressent tout. Hein. Si jamais, des fois ça m'arrive de pleurer, il vient me voir. Son témoignage en dit long sur le rapport de certains des aînés à la prise en charge de la santé mentale. Il est toujours difficile de poser des mots sur ce que l'on ressent, savoir si c'est justifié, si c'est normal ou pas trop. On assimile le vieillissement finalement une perte de tout, hein, une perte de son esprit, une perte de l'élan vital, le ralentissement psychique, physique, c'est normal. Non, c'est pas normal, c'est une maladie qu'il faut apprendre à repérer et à traiter. Moi, je forme énormément les généralistes parce que les personnes âgées vont pas voir les psychiatres, ils vont voir les généralistes. C'est pas du tout la dépression comme chez l'adulte jeune. Hein. Y a pas de plainte. Par exemple, lorsque on fait des études psychologiques des personnes qui sont décédées dues au suicide, des personnes âgées. On regarde la dernière ordonnance prescrite. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la personne âgée s'est vue prescrire des vitamines. Qu'est-ce qu'elle a dit au généraliste épuisé au bout de 35 malades au fond de sa journée ? Je suis fatiguée. Vitamines. Et on va pas chercher la dépression. C'est la fatigue de soi, la fatigue de vivre, la fatigue. Et on a des petits outils très faciles à mettre en œuvre, des petites échelles. Même si le généraliste est débordé, qui dit moi je vous sens pas bien, on se revoit demain. On prend le temps d'en reparler demain. Parce qu'il faut dire que le généraliste est épuisé, qu'il vieillit avec sa patientèle, qu'il connaît tout de son vieux. Comment va votre mari ? Comment va votre enfant ? Comment va hein ? Ça va. Et vous ? Je suis fatiguée. Et c'est tout. Au lieu d'enclencher, mais alors vous avez des idées noires, mais alors comment va le moral, mais alors et là on voit la personne âgée s'effondrer. Et alors attention sur la prévention du risque suicidaire, parler du suicide et des idées noires ne va pas enclencher le suicide abouti, mais au contraire va être un contrat de confiance, un pacte de confiance avec la personne qu'on a en face de soi. Je ne vous laisserai pas tomber, je repasserai vous voir, on se revoit demain, etc. Le suicide des personnes âgées est un grand tabou.
Parce que cet acte terrible touche à la mort, évidemment, mais qu'il nous renvoie aussi à un manquement auprès de nos vieux. On a du mal à regarder en face cette réalité. Pourtant, les plus de 65 ans sont une population à risque face au suicide, particulièrement les hommes. Véronique Lefebvre-Desnouettes lève le voile sur ce tabou. Évidemment, quand vous avez une personne âgée qui décède de suicide dans une EHPAD, on ne va pas le crier sur les toits et on ne va pas dire elle est morte de suicide. On va dire elle est tombée, elle s'est trompée dans les médicaments, etc. sur les certificats de décès. Donc c'est sous-diagnostiqué et probablement un sous-diagnostic des morts par suicide de 10 à 20%. Donc, si on prend en compte ce sous-diagnostic depuis des années, moi c'est un sujet, je suis gérontopsychiatre, qui m'habite depuis des années, on est à 10 000 décès par an, tout âge confondu, en France, dû au suicide. Vous avez des facteurs de risque qui sont facilement repérables. C'est d'abord un homme seul, qui va prendre des moyens qui sont rédhibitoires. La pendaison, la défenestration, la précipitation sous le premier métro, les armes à feu, des moyens où une TS, tentative de suicide, égale un décès. Et parmi ces 10 000 morts par an, un tiers est le fait de personnes de plus de 65 ans. Donc, 4 000 morts par an. Et ils prennent des moyens qui sont des moyens définitifs, encore une fois. Les hommes comme les femmes. Mais alors, parfois, il y a de très belles histoires. Par exemple, un monsieur de 92 ans qui a été rattrapé, il était tout seul, il voyait très mal, par son auxiliaire de vie, autour d'une tour à Créteil, il allait se défenestrer. La femme de ménage le rattrape, appelle les pompiers, il va aux urgences du grand hôpital à côté. Là, ça va pas assez vite pour lui, il se met un sac plastique sur la tête aux urgences. Heureusement, on s'aperçoit, on le laisse pas tout seul dans son box. On l'envoie dans mon hôpital, où là, on m'appelle en urgence parce qu'on vient de le trouver avec la cordon de sonnette autour du cou. Donc, volonté vraiment de se suicider 3 fois. En 48 heures. Donc je lui dis, mais là, qu'est-ce qui va pas? J'ai pas ma fille, je vois rien, ma vie vaut rien, etc. Je lui dis, écoutez, moi je vais vous mettre une perfusion d'antidépresseurs, on va se revoir, on va refaire le point, donnez-moi l'adresse de votre fille qui habitait en Suisse, il était fâché avec elle, on va la contacter, on fait un projet ensemble, de cheminement ensemble. Et au bout d'1 mois, il était parfait, très content d'être en vie, il est reparti chez sa fille en Suisse et il était très content. C'est ma fierté de les sauver et de dire, ben voilà, il est reparti, 92 ans, ben oui. Bon, ce qu'il lui reste à vivre avec sa fille, avec ses petits-enfants, même s'il voyait moins bien, la vie lui paraissait quand même douce à vivre. On essaie de mettre en œuvre tout ce qu'on peut. Moi, j'arrive à les rattraper dans 99% des cas, avec une perfusion d'antidépresseurs, mais avec de l'amour, avec des caresses, avec l'envie de dire, mais non, on est là. Et elles sont très contentes de s'en sortir. Il y a toujours quelque chose à faire, une présence. Ne rien faire, c'est être maltraitant. Penser qu'il est normal d'être déprimé quand on est vieux, c'est être maltraitant. À titre de comparaison, en France, il y a autant de personnes âgées qui se suicident en 1 an qu'il y a eu de morts sur la route en 2022. Pour répondre à l'agisme qui nous murmure que la vieillesse n'est que délitement, il peut être tentant de tomber dans le piège du bien vieillir. Érigé en tendance sociétale, cet impératif a largement dépassé la simple volonté de devenir vieux dans de bonnes conditions, si on peut se le permettre. C'est désormais un argument marketing au même titre qu'une quête scientifique et médicale. Dans son essai Vieille peau, la journaliste Fiona Schmidt explique que c'est en 1961 qu'un sociologue a posé les jalons du vieillissement positif. Elle écrit, je cite, « Avant les années 60, on ne songeait pas à performer un processus inévitable. On ne vieillissait pas bien ou mal, on vieillissait, point. » Par la suite, des médecins se sont mis à proclamer qu'il était possible d'éviter la dégénérescence physique et mentale, comme si la seule volonté suffisait, faisant fi des paramètres de classe, de genre, de l'héritage génétique ou de l'agisme généralisé. À ce jeu contre la vieillesse et la mort à tout prix, on peut citer un extrême, le millionnaire américain Brian Johnson, qui s'est carrément donné comme mission de rajeunir, voire de vivre pour toujours, en suivant une routine ultra stricte à base de régime alimentaire, de sport, d'appareils médicaux, de traitements esthétiques. Il calcule tout, de ses journées à ses résultats sur son corps, et s'affiche souvent avec un t-shirt « Don't die », soit « Ne meurs pas » en anglais. Véronique Lefebvre-Desnouettes nous parle des dangers de cette tyrannie du bien vieillir.
Que l'on marche une demi-heure par jour, c'est très différent de faire 20 km avec les bâtons norvégiens. Vous voyez, ces injonctions deviennent de la tyrannie. La tyrannie du bien vieillir avec bien manger, bien bouger, être bien dans son corps, être bien dans sa sexualité. Parce qu'on va nous apprendre aussi à être bien dans notre sexualité, ce qui est quand même un comble. Chacun a le droit d'avoir sa sexualité comme il l'entend, avec qui il veut, dès lors que ça, il n'y a pas d'emprise de l'un sur l'autre, bien entendu. Il faut tout reprendre à l'envers. Il faut montrer que l'on peut vieillir bien, c'est très différent de bien vieillir, bien manger. Tu vas faire ci, les 5 fruits et légumes, les 5 personnes que tu dois rendre. Alors, à force de faire des messages que l'on réduit, on en réduit à la caricature. Il faut faire très attention à ne pas faire des injonctions que l'on ne peut pas suivre. Et finalement, on décourage les gens, alors qu'il faut les encourager, en montrant que on n'est pas obligé d'être gagnant sur toutes les lignes. On n'a pas besoin de faire des performances, mais délivrer des messages simples, ne pas rester isolé, traiter une dépression, s'appareiller quand on en a besoin, monter si l'on peut le plus longtemps possible ces escaliers. Je ne demande pas de faire une performance, un escalier, un étage, ne pas renoncer, essayer de faire tous les jours, et plus vous allez le faire, plus ça sera facile. Et puis essayer, de pas trop boire de l'alcool, j'entends, de pas trop fumer, mais garder les plaisirs qui soient petits mais qui soient là. Ne pas se priver sur toute la ligne. Et puis avoir cette curiosité de vie, cette curiosité de l'autre, cette facilité à se réjouir. Il faut montrer la douceur de vieillir bien. Et c'est pas assez diffusé. Donc il faut promouvoir ça. À chaque fois que je fais des enseignants, je dis demandez à l'ENPES. Il y a des très beaux posters gratuits qu'on peut mettre dans les salles d'attente, partout. Il devrait y avoir des affiches 4x4 dans le métro. Vous voyez, une vraie politique de santé publique, c'est ça. On a les outils. Maintenant, il faut montrer que la société tout entière met de l'argent dans la diffusion de ses savoirs. Je continue de citer Fiona Schmidt dans son livre Vieille peau. Multiplier le nombre de personnes qui vieillissent bien ne suffira pas à éradiquer l'agisme, car contourner les conséquences d'une discrimination, quelle qu'elle soit, ne l'a jamais fait disparaître. Lutter contre l'agisme de manière radicale exige que l'on redéfinisse collectivement le bien vieillir. Cela ne pourra pas s'opérer sans des politiques publiques efficaces et adaptées aux enjeux de la vieillesse, et sans des moyens financiers investis dans les milieux médico-sociaux, notamment ceux spécialisés en gériatrie. Alors qu'une réforme du secteur grand âge ne cesse d'être repoussée, l'amélioration des conditions de vie des aînés doit être placée au cœur des priorités. Dans cet épisode, on a mis en lumière comment l'agisme pouvait entraver l'accès aux soins, entraîner la perte d'autonomie, créer des maltraitances et laisser les aînés broyer du noir dans l'indifférence. En 2022, une étude du Crédoc révélait que 42% des Français craignent un jour d'être personnellement concernés par une forme de maltraitance. Des moyens concrets et structurants doivent être mis en œuvre afin de permettre aux plus âgés d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire nous tous, de vivre dignement et en aussi bonne santé que possible jusqu'à la fin de la vie. Un changement de paradigme nécessite aussi une profonde remise en question de notre rapport aux aînés. Pour y parvenir, créons du lien entre les générations, favorisons la transmission, soyons indulgents les uns envers les autres, et surtout, acceptons les étapes de la vie avec ce qu'elles ont de délicat et d'éclatant pour soi et pour les autres. On laisse le mot de la fin à Véronique Lefebvre-Desnouettes. Il faut arrêter, sous prétexte de la vulnérabilité des personnes âgées, de ne pas leur demander leur consentement, de penser qu'elles sont incapables de dire ce qu'elles ont choisi pour elles. Elles sont parfaitement capables. Le problème, c'est la façon dont on se projette de façon négative sur nos personnes âgées, alors c'est une richesse. Et il faut pouvoir la conserver, il faut pouvoir continuer se vivre ensemble dans de meilleures conditions. Une loi doit être une loi cadre suffisamment large pour donner les droits, mais donner l'accessibilité aux droits. Vous venez d'écouter Même pas mort, un podcast proposé par les Petits Frères des Pauvres. J'ai écrit, réalisé et monté cet épisode, Orphée Loro en a fait le mixage et Audio Tactique en a composé la musique. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur les plateformes et surtout à en parler autour de vous. Et pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site des Petits Frères des Pauvres. À très vite!